Bonjour à tous, donc Céline Guillemin, conseillère grande culture à la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne. Donc on va vous faire une présentation avec Jean-François Bernard qui est agriculteur dans le Tarn-et-Garonne. Donc je pense qu'on ne pouvait pas parler de la résilience des exploitations sans parler de la fertilité des sols et notamment des couverts végétaux qui est une des clés de la fertilité des sols. Je pense qu'ici on est tous convaincus de tous les services que les couverts végétaux peuvent amener quand on parle de fertilité des sols. Donc moi à la Chambre d'agriculture j'anime notamment un groupe d'agriculteurs, donc c'est un GI2E. C'est un groupe de 14 agriculteurs qui est assez hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs qui ont des ateliers de semences, d'autres des ateliers d'arboriculture. Ils sont répartis dans tous les départements, donc ils peuvent avoir une typologie topographique très différente, soit des plaines, soit des coteaux. Mais en tout cas, ils ont tous le même objectif, c'est de rendre leur exploitation plus robuste, notamment face aux aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents. Et pour eux, ils sont assez convaincus que c'est en passant par la matière organique, en augmentant la matière organique et en la protégeant dans la matière organique de leur sol, qu'ils pourront améliorer la fertilité de leur sol. Donc pour travailler cette thématique, on s'est basé sur les 3 fondements de l'agriculture de conservation des sols, qui est de diversifier les rotations, de réduire ou de supprimer le travail du sol et d'intégrer les couverts végétaux dans les systèmes de culture. Donc les couverts végétaux est un accélérateur de la fertilité des sols, mais aussi un autre service que les agriculteurs du groupe mettent en avant, c'est notamment pour les éleveurs qui peuvent être une source supplémentaire de fourrage, notamment dans un contexte comme cette année où les stocks sont très bas dû à la sécheresse de l'année dernière. Donc je ne vais pas vous donner tous les services et détailler tous les services que les couverts végétaux peuvent amener. Je pense qu'on en est tous conscients. Juste pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, je vais redéfinir un peu la fertilité des sols. On parle bien de fertilité physique, qui se concentre sur la structure du sol, la fertilité chimique, qui sont les éléments disponibles pour la nutrition des plantes, et la fertilité biologique, qui est la vie du sol. Donc ces 3 composantes sont les piliers de la fertilité des sols et sont fortement liées à la matière organique. On parle souvent des couverts végétaux et on sait qu'ils apportent des services. Ils ne sont pas tout le temps palpables ni quantifiables économiquement, mais en tout cas avec les agriculteurs, on le sait et on le voit très vite visuellement sur la structure du sol, l'intérêt qu'ils ont. Notamment en faisant des tests bêches, on voit très vite l'apparition de porosité, le changement des agrégats, l'apparition de la vie du sol, notamment avec les vers de terre, qui est un symbole fort de l'activité des sols. On peut aussi quantifier l'intérêt engrais vert des couverts végétaux via la méthode Merci. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette méthode, mais c'est une méthode qui a été développée par la Chambre d'agriculture de Charente-Maritime, si je ne me trompe pas. Donc c'est en ligne et gratuit. Ça se déroule en 2 étapes. Donc on va faire des pesées au champ. Donc on pèse les différentes espèces du couvert végétal. On rentre les données en ligne et on peut voir les caractéristiques du couvert, notamment l'azote piégé et les différents éléments qui pourraient être disponibles pour la culture suivante. Donc c'est assez représentatif et on peut se rendre compte facilement de l'intérêt du couvert que l'on a mis en place. On est dans un lycée. Donc si on ne se pose plus vraiment la question sur les services des couverts végétaux, les agriculteurs se posent encore beaucoup de questions, notamment sur la gestion des couverts, comment les intégrer dans les systèmes de culture, comment les gérer, comment les détruire. Il existe plusieurs pistes, différentes techniques que les agriculteurs un peu pionniers ont mis en place et éprouvées.
Jean-François en fait partie, donc il fait partie, je ne l'ai pas dit, mais du groupe. Et lui, les couverts végétaux sont dans son système sous différentes formes. Donc il va vous les présenter. Donc il va y avoir les couverts végétaux d'interculture qu'on appelle un peu classiques, ceux qu'on connaît déjà un peu tous. Il y a les couverts végétaux permanents, donc il va nous expliquer un peu comment il les introduit dans son système, et aussi les couverts qu'on va appeler opportunistes. Je te laisse la parole. Oui. Bonjour tout le monde, donc je vais me présenter vite fait. Donc moi je me suis installé en 2019 avec mon épouse dans le Tarn-et-Garonne sur 189 hectares, 135 hectares en grande culture et le reste en arboriculture, en noisetier. Voilà, moi je ne suis pas un pur producteur de céréales, mais aujourd'hui c'est la moitié grosso modo de mon activité, donc ça représente quand même une part assez importante. En type de sol, c'est essentiellement des boulbènes. Alors des boulbènes qui ne sont pas du tout homogènes, quoi. C'est un peu le problème chez nous, c'est des parcelles dans lesquelles on peut quand même retrouver des ronds plus argileux. Et après sur un site de production, j'ai quelques coteaux argilo-calcaires. Voilà. Je suis en semi-direct sous couvert végétal depuis 2016. En fait, ça date avant mon installation parce qu'en fait, ça avait été entrepris par mon père avant moi. En fait, quand j'ai décidé de m'installer, on est passé en semi-direct sous couvert végétal. Et puis depuis, on n'a pas arrêté. Voilà. Et pour aller toujours dans cette démarche d'agriculture de conservation des sols et de réduction des intrants, je me suis formé et je suis passé en pulvérisation bas volume aussi depuis 1 an, quoi. Voilà. Donc les problématiques sur mon exploitation, alors on différencie deux sites. Il y a le village de la Cour-Saint-Pierre qui est juste au sud de Montauban, c'était les terres de la ferme de mon père. Et une autre ferme qu'on a repris à l'installation, qui était le cousin de mon épouse, qui a une vingtaine de kilomètres de là, plus au sud du Tarn-et-Garonne, à la limite du Gers, c'est la Rasette. Voilà. Donc grosso modo, sur les terres de mon père, en fait, ce qui nous a motivés à passer en semi-direct sous couvert végétal et puis intégrer les couverts végétaux, c'était des gros problèmes de portance, d'hydromorphie et de battance. Aujourd'hui, on avait de plus en plus de mal à faire des cultures d'automne, quoi. On avait même complètement arrêté. En fait, mon père était passé sur un système en monoculture de maïs. C'est à peu près la seule culture qu'on arrivait à faire. Parce que toutes les interventions hivernales, du fait de l'hydromorphie et du peu de portance, était quasiment impossible à faire. En fait, on n'arrivait pas à mettre l'azote, faire les fongies, tout ça quand il fallait. Donc on avait abandonné et on était dans un système de monoculture de maïs. Et malgré tout, on avait des problèmes, voilà, des maïs à ressemer au printemps, quand on se prenait des abados juste après le semis. Enfin, on voyait qu'on arrivait vraiment dans un mur. On ne savait pas trop pourquoi. Et après, le hasard des rencontres a fait qu'on a rencontré des gens qui nous ont un peu mis le pied à l'étrier dans le semi-direct. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que c'était, on avait des sols qui étaient complètement morts. Et un taux de matière organique qui était très bas, quoi. Moi, quand les analyses qu'on a fait, les premières en 2018, là, on s'est rendu compte qu'on était à 1,2 de matière organique. Donc c'était, voilà, et puis pas de vie dans les sols, quoi. Quand on se penchait, malgré le fait qu'on avait arrêté le labour il y a déjà longtemps, on se rendait compte qu'on n'avait pas très peu de vers de terre, pas d'insectes au sol, enfin, on ne voyait pas de vie biologique. Et quand on a repris la ferme à la Rasette, à notre installation, là c'était un peu les mêmes problématiques, sauf que là en plus on était dans des situations de coteaux, donc là en plus on s'est rendu compte du phénomène de l'érosion qui était flagrant parce qu'on a des coteaux et donc du coup le moindre orage ça ravine dans tous les sens. On a des retenues collinaires qui s'envasent aussi, donc ça on s'en rend compte assez rapidement. Et là, le diagnostic était exactement le même, quoi. Voilà, c'est des sols très pauvres en matière organique. Sur cette ferme, il y avait un historique d'élevage qui s'est arrêté dans les années 90. Et en fait, depuis les années 90, c'était des terres qui étaient labourées, qui n'avaient pas vu 1 kilo de fumier. Et donc voilà, des taux de matière organique, pareil, qui frôlent avec les 1%. Voilà.
Donc on a, sur ces 2 fermes, on a introduit le semi-direct sous couvert végétal et ce qui est prometteur, c'est qu'on voit les effets très rapidement, en fait, dès la première année. Ça ne change pas du tout, mais c'est des effets qui sont assez flagrants, notamment le retour des vers de terre, ça arrive très vite. Et puis les effets sur la portance aussi, c'est quelque chose qu'on voit assez rapidement. Ouais. On arrive en plein hiver maintenant à faire assez facilement les interventions après quelques années de semi-direct, sans trop se soucier de la météo, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, bon, l'objectif de mon exploitation, c'est de produire à bas niveau d'intrants pour arriver à rendre mon système assez résilient et aujourd'hui à plus trop me soucier des aléas climatiques et des aléas, enfin, des cours des céréales, quoi, grosso modo. Je veux pas investir trop d'argent dans mes cultures si demain, voilà, on a comme l'an dernier une grosse sécheresse ou des cours qui sont très très volatiles, le prix des intrants qui flambe. Et aujourd'hui, en fait, quand on est à bas niveau d'intrants, même si on a un aléa climatique, on arrive quand même à limiter la casse. Ouais. Voilà. Donc là, on vous présente donc ce que je fais en termes de couvert d'interculture. Donc là, on a pris l'exemple de l'interculture entre 2 cultures de printemps, entre un maïs et un soja, ou entre 2 maïs, ou entre 2 soja, ou avec un tournesol aussi, ou un sorgho. Donc moi j'ai une base pour les couverts qui est Faverolles triticale orge. Voilà, donc je mets à peu près 100 kg de Faverolles, 40 kg de triticale et 40 kg d'orge. Ça c'est la base de mon mélange. Et ensuite, suivant les opportunités, je peux rajouter éventuellement des pois, de la vesse, quelquefois du trèfle incarnat. Voilà. Donc bon là, le choix de ces espèces se fait surtout... bon, la Faverolles, ça c'est une légumineuse, c'est pour la partie fixation d'azote. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une bonne base de légumineuses, et éventuellement, si j'arrive à en trouver d'autres pas trop chères, je rajoute pour augmenter cet effet. Ensuite, bon, le triticale, lui, c'est par son côté un peu rustique et puis sa production de biomasse. Voilà, c'est une plante intéressante. Et l'orge, je l'ai rajouté, j'avais fait un essai il y a 2 ans et puis je l'ai remis cette année. Ça, j'ai trouvé un effet, mais c'est à confirmer. C'est un effet un peu de leurre pour les pigeons. En fait, quand je sème du soja au printemps, en fait, en étant à proximité de Montauban, on a énormément de pigeons, mais c'est des vols de milliers de pigeons qui peuvent débarquer dans un champ de soja. Et il y a 2 ans, en fait, j'ai remarqué complètement par hasard que les pigeons, en fait, quand il y a de l'orge, au moment où on sème le soja, l'orge est déjà arrivé à son stade grain laiteux pâteux, et du coup, les pigeons mangent l'orge et se désintéressent du soja. Ouais. Voilà. Et donc ça, j'en ai remis cette année pour essayer de le confirmer. Voilà. Alors après, au niveau moi ce que j'ai remarqué, au niveau de l'installation des couverts, les règles que je me suis fixées sont déjà le mélange doit être relativement simple, parce qu'après c'est toujours pareil, quand on se fixe des couverts, des mélanges trop compliqués, puis des mélanges différents suivant les précédents, et après il faut les mettre en œuvre. Aujourd'hui, moi cette année, j'ai implanté 70 hectares de couverts, de ce style de couvert lavant maïs et soja. Ça me fait presque plus de 10 tonnes de couverts à mélanger, à trimballer, tout ça. Donc si j'ai plein de mélanges, ça fait un peu compliqué. Après, bon, il faut un mélange au minimum avec 3 espèces. Voilà, c'est pour ça qu'on peut penser que triticale orge ça fait doublon, mais aujourd'hui c'est pour avoir 3 graines différentes pour arriver à les homogénéiser, à bien les mélanger. Parce que si on mélange que 2 graines, en fait, dans le semoir, ça va se trier. Et à partir de 3 graines, ça c'est l'expérience qui le donne. C'est d'autres agriculteurs qui m'ont donné le tuyau. Mais à partir de 3 graines, le mélange se stabilise, est stable, quoi. Il n'y a pas de phénomène de tri. Donc c'est pour ça qu'il faut... Voilà, j'ai ma base Faverolles triticale orge. Et l'année où j'avais pas eu d'orge, par exemple, j'avais mis de l'avoine. Ça avait fait très bien le boulot, quoi. Voilà. Et bon, après la bonne base de légumineuses, parce que les légumineuses, c'est des plantes fixatrices d'azote, donc c'est vrai que pour enrichir le système en azote, c'est toujours intéressant. Moi je travaille principalement avec des semences de ferme, ça c'est surtout pour une question de coût. Hein. Aujourd'hui,
le problème, c'est que tous les couverts que nous proposent nos négociants à la vente, ben on arrive vite à des sommes, si on veut mettre la dose qu'il faut, à des centaines d'euros hectare. Et aujourd'hui, je trouve que ça fait quand même un peu cher. Alors qu'avec des semences de ferme, si on fait les calculs suivant les mélanges, quand on arrive à 30-40 euros, même en comptant le triage des semences, et ça dépasse jamais ce montant-là, et ça marche très bien, quoi. Ça fait bien le boulot, il n'y a pas de souci. Après, bon, dans le choix des espèces aussi, il y a les espèces qui sont assez simples à détruire. La féverolle, déjà le fait de la rouler, elle se détruit quand même assez facilement. Et après, tout ce qui est graminées, triticale, orge, avec des petites doses de glypho bien positionnées, bien adjuvantées, ça se détruit très très facilement. Dans les couverts, il faut faire, ça c'est pas propre au couvert, mais c'est quand on fait du semi-direct sous couvert, il faut faire attention aux limaces, surtout dans les phases de démarrage, parce que les prédateurs des limaces ne sont pas forcément là, et on a eu de très grosses déconvenues au démarrage, donc ça il faut être très attentif à ça. Et après aussi il faut travailler sur la densité des couverts. Moi aujourd'hui je densifie au moins 20% par rapport à la dose, à la densité préconisée. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des cultures qu'on amène au bout, qu'on ne va pas récolter en graines. Et pour maximiser la biomasse, en fait, il faut maximiser un peu la densité de semis. Et après, ce genre de couvert, il faut essayer de le semer le plus tôt possible. Et là, c'est un travail que je suis en train de faire, justement, en essayant de précocifier un peu mes maïs et mes sojas, en essayant d'avoir des variétés plus précoces pour pouvoir les moissonner plus tôt et arriver à implanter les couverts très tôt, au début octobre. Voilà, pour qu'il y ait une bonne implantation avant l'hiver et qu'il fasse une biomasse maximale au printemps. Voilà. Ensuite, donc je vais vous parler de la couverture permanente. C'est quelque chose que j'expérimente là depuis 2 ans, 3 ans maintenant. En fait, je suis parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, pour faire du semi-direct sous couvert, comme son nom l'indique, il faut faire des couverts végétaux. Si on ne fait pas de couvert, le système ne marche pas. Parce qu'il faut nourrir la vie du sol, il faut entre 2 cultures, il faut qu'il y ait un relais pour nourrir la vie du sol, et puis pour maintenir la structure du sol, il faut toujours des racines vivantes dans le sol. Et aujourd'hui, avec les sécheresses et les canicules qu'on se prend tous les étés, en fait, c'est de plus en plus difficile d'implanter des couverts derrière des céréales, des céréales d'hiver, céréales à paille ou même ou des féverolles, par exemple. Et donc, je me suis appuyé sur le travail de Lucien Segui et Hubert Charpentier, en fait, qui sont un peu des précurseurs à ce niveau-là, et puis aussi sur le travail du GI2E Magellan, voilà, qui est un GI2E qui a fait beaucoup de travaux là, sur les couvertures permanentes du sol. Et donc, du coup, moi, je suis parti sur des essais avec de la luzerne et du lotier. Enfin, de la luzerne dans un premier temps parce que quand je me suis installé, j'ai eu un petit contrat de luzerne porte-graine, et une fois que j'ai fini mes 2 années de moisson, en fait, j'ai gardé cette luzerne et j'ai semé du blé dedans. Et donc, grosso modo, l'itinéraire technique, c'est une fois que la luzerne, en fait, on implante la luzerne dans une culture, et derrière, on garde la luzerne vivante, on sème le blé en semi-direct. On fait une première régulation de la luzerne en fait, en faisant un glypho à 1,5 litre en fait. Donc c'est un glypho qui va pas tuer la luzerne, qui va la calmer très sérieusement, et qui va aussi pouvoir désherber les petites adventices qui auront pu pousser par-ci par-là, notamment des graminées. Derrière, moi je fais un désherbage classique de ce que je fais dans les autres blés par ailleurs, c'est-à-dire un produit racinaire anti-graminé, donc là c'est chlortocène, mais ça c'est la dénomination commerciale, c'est du chlortoluron en fait, à 2 litres et un peu de compil à 0,2. Après sortie d'hiver, je fais ma fertilisation. Alors là par contre, j'ai diminué de manière drastique l'azote, parce qu'aujourd'hui, le plan de fumure me conseillerait, on a des objectifs de rendement qui ne sont pas très élevés chez nous, entre 50 et 60 quintaux. On reste lucide sur les capacités de notre terroir pour la production de blé. Donc aujourd'hui, nous, ça nous conseillerait à peu près 188 unités d'azote. Et moi, pour l'instant, pour ne pas abîmer la luzerne et pour profiter de ce qu'apporte la luzerne, en fait, je me limite à 100 unités d'azote en 2 ou 3 passages. Et même maintenant, je me pose la réflexion d'éventuellement faire du mono-apport d'azote en fait, en sortie d'hiver. Ça,
c'est les prochaines pistes. Et après, je régule la luzerne pour pas qu'elle prenne le dessus sur le blé, en fait, en 2 passages de désherbage à faible dose. Donc là, on a pris l'exemple de l'Allier à 10 grammes, mais après, bon, il y a d'autres... si vous voulez vous documenter sur Internet, vous allez voir les travaux du GI2E Magellan. En fait, ils ont testé un peu tous les produits qui régulent la luzerne, mais qui ne la tuent pas, en fait. Voilà. Et grosso modo, en fait, il y a une régulation à faire à la reprise de végétation, ça ne va pas tarder. Et après, la deuxième régulation, il faut la faire avant le stade de nœud pour ne pas trop impacter le blé. Voilà, parce qu'après, certains produits, passer le stade de nœud du blé, peuvent être un peu toxiques pour le blé aussi, quoi. Voilà. Et après, je récolte mon blé et la luzerne, je la laisse repartir. Et on peut faire plusieurs blés de suite dans la même luzerne pour... voilà. Donc là, en fait, vous avez l'exemple de rotation que j'aimerais bien mettre en place chez moi. Donc ça, c'est la rotation que nous a inspiré Hubert Charpentier. Donc d'abord, on commence la rotation par une fève roll. Le but de cette fève roll, en fait, c'est surtout de faire un bon désherbage anti-graminé. Voilà. Désherbage anti-graminé qu'on réitérera l'année suivante en fait dans le colza. Donc là, il ne faut pas faire d'impasse, il faut vraiment qu'on ait des parcelles qui soient très propres au niveau des graminées. Donc dans le colza, on implante la luzerne. Et ensuite, une fois que la luzerne est implantée, on fait 2, 3, 4, 5 blés. Tant qu'en fait la luzerne est en place et tant qu'on arrive à gérer le salissement, surtout le salissement en graminées, en fait on fait des blés sur blés. Et en fait, les études qu'ont fait Lucien Segui ont montré qu'en fait aujourd'hui, le fait qu'il y ait une culture vivante, un couvert vivant permanent, en fait, ça gomme complètement les effets de la monoculture et en fait on n'a pas de problème fongique ni... voilà. Alors je ne saurais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais en fait c'est ce qu'on a remarqué. Enfin, on a quelques pistes. On a le fait qu'on a un sol qui soit beaucoup plus vivant. Après, on limite ce qu'on appelle l'effet splash. En fait, c'est comme le sol il n'est pas nu, il y a toujours quelque chose qui le couvre. Et en fait, on n'a pas cette remontée des spores des différentes maladies en fait qui remontent. Et donc du coup, on arrive assez facilement à faire des blés sur blés sans augmenter, même en diminuant les doses de fongicides. Voilà. Au niveau des couverts permanents, moi je suis parti sur 2, il y en a un troisième qui est possible, mais moi je ne l'ai pas choisi, c'est le trèfle. Donc pourquoi j'ai choisi la luzerne, pourquoi j'ai choisi le lotier? Donc la luzerne, c'est parce qu'elle est bien adaptée sur les sols calcaires et non hydromorphes. Donc moi j'en ai un tout petit peu, argilo-calcaire en coteau, la luzerne va bien. Par contre dans les boulbènes, là il vaut mieux prendre un lotier qui lui est plus adapté au sol acide et qui supporte l'hydromorphie. L'avantage de la luzerne, c'est qu'elle a un enracinement très profond, un système racinaire très puissant, donc elle n'est pas sur les mêmes couches d'alimentation que le blé, donc elle ne rentre pas trop en concurrence avec le blé. Le lotier, lui, il a un système puissant, mais un peu moins, mais il est quand même légèrement en dessous du blé, et c'est un système intermédiaire, grosso modo, entre le trèfle et la luzerne. Voilà. L'avantage de la luzerne, c'est qu'on peut la trouver assez facilement en semences de ferme. Aujourd'hui, sur le Bon Coin, on peut trouver la semence de luzerne à des coûts raisonnables assez facilement. Le lotier, lui, par contre, la semence est beaucoup plus chère et suivant les années, on peut avoir du mal à en trouver. Là, l'an dernier, j'en ai trouvé, mais c'est une semence à 12 ou 13 euros du kilo, quoi. C'est un investissement non négligeable. L'avantage de la luzerne, c'est qu'en été, quand même, elle fait beaucoup plus de biomasse que le lotier. Voilà, le lotier, c'est une plante qui se développe un peu moins. Mais l'avantage du lotier, c'est que lui, ça c'est moi ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est qu'il a un poil plus rustique, une implantation un peu plus facile que la luzerne, et il supporte mieux une fois bien implanté, en fait, il supporte mieux les désherbages. Et donc du coup, si des fois on se trompe, si on recroise, quand on fait les régulations, on a un peu moins de chances de le tuer, quoi. Voilà. Après, dans les objectifs, il y a un objectif aussi de diminuer l'utilisation des sulfos au printemps, en fait, dans les graminées, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'est quand même des matières actives qui aujourd'hui provoquent les résistances des raigrats, enfin, de toutes les graminées, et puis aussi, ça cogne quand même pas mal le blé, et donc derrière ça peut induire des problèmes fongiques. Et dans l'objectif de diminuer, voire même d'arrêter les fongicides, voilà, on voudrait arriver à faire des blés qu'avec des désherbages de tournant.
Donc en fait, c'est ceux qui, le jour où on n'arrive plus à réguler les graminées dans le blé correctement avec des désherbages d'automne, et bien c'est là qu'on casse la rotation et qu'on repart. Donc pour casser la rotation, en fait, on fait une année un sorgho, parce qu'en fait, c'est assez facile de détruire une luzerne dans un sorgho. En fait, on sème le sorgho en direct, on fait un glypho. Comme on a vu précédemment, le glypho n'arrivera pas à tuer la luzerne, mais ça va bien la calmer. Et puis après, quand on va faire les désherbages, rattrapage du sorgho, la luzerne, on va finir de la tuer, quoi. Voilà. Et en plus, le sorgho va profiter des apports d'azote de la luzerne. Donc là, on peut faire un sorgho avec une centaine d'unités d'azote sans problème, enfin, qui peut produire comme un sorgho traditionnel, quoi. Voilà. Et après, on repart sur Faverolles, on redémarre la rotation, quoi. Voilà. Et le but, c'est d'avoir un système avec le plus bas niveau d'intrants possible, quoi. Voilà. Et le dernier style de couvert que je fais sur ma ferme, c'est ce qu'on appelle les couverts opportunistes. Enfin, l'idée m'est venue complètement par hasard, c'est que dans les premières années, en fait, dans les couverts que je faisais après blé, je mettais du colza, toujours pareil pour réduire les coûts de mes semences. Donc je prenais du colza que j'avais récolté et puis j'en mettais 3 ou 4 kilos dans le couvert. Et puis dans l'hiver, on a eu une formation avec Frédéric Thomas et on est allé faire le tour de mes parcelles. Et puis quand il est arrivé dans cette parcelle, il m'a dit mais tu devais me montrer un couvert, mais là c'est pas un couvert que tu me montres, c'est un colza. Ouais. Il m'a dit ben là le colza, t'as les pieds, amène-le jusqu'au bout. Mais j'ai dit ouais mais là c'est de la semence d'hybride que j'ai ressemée. Il m'a dit mais pas de problème, tu garde-le, tu verras. Et je l'ai gardé et en effet ouais, j'ai fait 30 quintaux avec un colza qui m'avait rien coûté jusqu'à ce qu'ils viennent là. En fait, c'était à peu près c'était début d'année, ouais, c'était en janvier par là. J'avais rien fait jusqu'en janvier et après bon, j'ai commencé à y mettre un peu d'engrais. J'ai fait un petit désherbage parce que j'avais quelques dicotes par-ci par-là qui traînaient, donc on a fait un petit désherbage et voilà, puis ça a fait 30 quintaux. Donc du coup cette méthode j'ai essayé de la voilà, comme on a des étés toujours aussi compliqués, assez difficiles pour implanter des colzas, en fait, je mets en œuvre cette méthode tous les ans. Donc en fait, je fais un couvert estival avec du colza dedans. Et si jamais ça marche, j'ai un colza. Si ça ne marche pas, ça ne m'a pas coûté trop cher et ça reste un couvert. Et puis j'enchaîne soit sur le couvert que je vous ai montré précédemment pour faire une culture de printemps, c'est-à-dire ce qu'on appelle un couvert relais, soit j'implante une culture d'automne, Faverolles ou un deuxième blé ou autre. Voilà. Et l'autre avantage de ce système, donc c'est un semis qui se fait directement après moisson, donc c'est semé très tôt, avant le 14 juillet. Dedans je mets 5 kg de colza, donc soit je fais avec du colza, je ressème une fois de l'hybride, et maintenant là, depuis 2 ans là, j'ai retrouvé des colzas lignés. Donc en fait j'ai 2 variétés de colza lignés que je me suis gardé et que je vais trier et que je vais essayer de ressemer pour faire cette méthode. Donc en termes de coût de semences, voilà, on doit avoir quelques euros de colza. Enfin, grosso modo, on a calculé à peu près là, si on prend les cours de ce que je mets dans le mélange là, on arrive à peine à 15 euros de semences, quoi. Donc le risque n'est pas très grand. Voilà, bon, une fois que j'ai semé mon couvert, je fais quand même un glypho pour finir de nettoyer les chaumes. Et éventuellement, je mets un peu de tunimas aussi. Voilà, parce que dans les chaumes, il peut y avoir des limaces qui se cachent, et si jamais on prend un petit orage bien placé dans l'été, ça peut les réveiller, quoi. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'adapte cette méthode du couvert opportuniste en fait, à la rotation que j'ai envie que je veux mettre en place. Et aujourd'hui, en fait, j'ai remplacé les espèces que je mettais jusqu'à maintenant, sorgho, tournesol, sarrasin, par de la luzerne ou du lotier ou un mélange des deux. Donc là, grosso modo, je sème 5 kg de colza et je mets 10 kg de luzerne ou 10 kg de lotier ou 5 kg de chaque si j'ai des parcelles pas trop homogènes où je veux mettre un mélange de luzerne lotier, quoi. Voilà. Et si ça marche, c'est le démarrage de ma rotation. Après, je fais des blés sur blé. Et si ça ne marche pas, en fait, je fais un couvert relais. Et soit je refais un sorgho pour redémarrer la rotation au départ.
ou alors éventuellement je peux faire un blé ou autre chose quoi, pour le retenter l'année d'après. Voilà. Et l'objectif de ce système, c'est 0 frais jusqu'à l'automne. Voilà. Jusqu'à ce qu'on décide si c'est vraiment un colza, on ne fait aucun insecticide, aucun apport d'engrais, et on gère ça après à l'automne, au moment où on décide de garder la culture ou pas. Ouais. Voilà. Et avec ce système, en fait, on arrive à l'automne, si ça marche, avec des colzas qui sont quand même bien développés, donc un salissement qui est bien maîtrisé. Donc il n'y a en général pas besoin de faire de désherbage. Juste le désherbage anti-graminé après dans l'hiver, style kerb, enfin du kerb, voilà. Et tous les insecticides qu'on peut mettre à l'automne, là, dans ce système, on ne les fait pas parce qu'en fait, quand les altises arrivent, le colza est suffisamment développé pour se faire manger un petit peu, quoi. Voilà, donc les altises, c'est plus du tout un problème. Hein. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le système qu'on essaie de mettre en place. Merci. Je voulais juste rajouter, donc ça c'est des exemples, je pense que chaque exploitation a son propre système et doit essayer, doit imaginer sa propre rotation et ses propres couverts. Voilà. Et chacun peut s'appuyer un peu des expériences des autres. Très bien. Merci pour ce témoignage riche d'expérience autour de la pratique des couverts avec plusieurs façons d'intégrer des couverts. Est-ce que j'imagine que ça doit susciter quelques questions sur votre témoignage, retour d'expérience? J'aime pas avoir le micro, mais c'est pas grave. Sur la couverture, le test de la couverture permanente des sols, est-ce que vous avez fait un cycle complet de la rotation actuellement? La rotation complète, non, je ne l'ai pas faite encore, mais j'ai déjà fait dans une luzerne, je suis au 3e blé là. Voilà. D'accord. C'est pour savoir le semi-direct de sorgho derrière, comment il se passe. Le semi-direct du sorgho, on te dira bientôt. Ouais, je me fais pas trop de soucis, il n'y a pas de... Ouais. Non, le sorgho, c'est pas simple, c'est pas le plus simple à implanter. Parce qu'il faut que les sols soient quand même bien réchauffés au printemps, et du coup, quand on attend que ce soit bien réchauffé, ben après on a le risque que le sol s'assèche. Donc c'est la gestion de la paille, dans un système comme ça, en fait, on arrive à un sol qui est quand même assez vivant, et les pailles au printemps, quand on sèmera le sorgho, elles seront déjà partiellement digérées, quoi. Ouais. C'est ce qui se... Voilà. Il en reste, le sol est couvert, mais ça, je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Ça, c'est pas... Oui. Le souci du sorgho, c'est vraiment arriver à ce que le sol soit suffisamment réchauffé pour que les levées soient rapides. C'est un peu l'inconvénient du semi-direct. Mais aujourd'hui, en fait, en fait, sur mon semoir monograine, j'ai soit un chasse-débris rotatif, soit je peux mettre un coutre, une dent droite, et en fait ça ouvre légèrement le sol, ça crée un peu de terre fine, ça fait une espèce de strip-till en fait, grosso modo, mais très léger, et ça peut aider un peu à réchauffer le sol et à donner un peu plus de vigueur au démarrage du sorgho. Ouais. J'en mets un peu, ouais, mais je ne mets pas d'azote. Je mets phosphore et éventuellement un peu de potasse, mais l'azote j'ai arrêté, surtout pour une raison technique, parce que déjà les engrais azotés c'est beaucoup plus corrosif, ça attaque un peu les semoirs, quoi. Et puis l'autre souci aussi, c'est au niveau des descentes. En fait, si on ne finit pas le semoir le soir quand on arrête, il faut le vider complètement, tout ça. Donc je faisais avec du 18-46, mais ça m'a apporté trop de problèmes. Donc maintenant je localise uniquement du phosphore. Ouais. Ok, merci. Tant qu'on est sur le couvert permanent à base de luzerne, quid de l'impact du stress hydrique sur le blé et de la concurrence du coup? Et aujourd'hui, j'ai pas remarqué de grandes différences. L'an dernier, bon, c'est sûr que c'est une année très compliquée. On fait des très mauvais rendements. Nous, en blé, on fait 30 quintaux en moyenne. Mais sur des parcelles en blé avec luzerne et sur des parcelles sans luzerne, en fait, j'ai pas remarqué de différences significatives, quoi. Ça a fait les mêmes rendements. Ouais.
Voilà. Aujourd'hui, la luzerne a quand même un système racinaire assez puissant et elle se nourrit pas enfin, elle ne s'abreuve pas sur les mêmes strates que le blé. Elle peut aller chercher de l'eau en profondeur. Et je ne pense pas qu'elle rentre tant en concurrence que ça avec le blé. Et puis aussi, on la régule. Quand le blé est en train de croître, la luzerne, elle est vraiment... enfin, elle est cognée. Le but, c'est qu'elle ne pousse pas, quoi. Donc, je ne pense pas qu'elle pompe énormément d'eau, quoi, à ce moment-là. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette intervention? Alors, 2 petites questions. Les couverts sont implantés à la volée, semoir à disque, semoir à dents. Et quiz du glyphosate à terme, comment vous voyez l'évolution de votre système? Pour l'implantation, moi je suis avec un semoir semi-direct à disque, c'est un John Deere, quoi, un 750A. Voilà. Après, pour le glyphosate, c'est sûr que si le jour où on nous enlève le glyphosate, il va falloir trouver un autre système. Ça, c'est la question qu'on me pose depuis que je réfléchis à faire du semi-direct. Voilà, si je n'avais pas fait ça, voilà, aujourd'hui, depuis que je m'intéresse à ces méthodes, on doit nous supprimer le glyphosate. Pour l'instant, je pense qu'on n'a toujours pas supprimé. J'espère qu'on pourra le garder au moins à 1 litre, 1,5 litre. Voilà, bon, c'est largement suffisant. Ouais. Une autre question, mais plutôt pour madame qui est, ou vous-même par rapport au GIE. Est-ce que vous avez des personnes qui sont 100% ou avec des terres forts à 40-60% d'argile, et comment ils gèrent ce type de système Oui, il y en a. Oui. Il y en a, oui. Alors, devant le micro. Oui, il y a des agriculteurs dans le groupe qui sont en argilo-calcaire avec des pourcentages d'argile assez élevés. Alors, ils ne font pas forcément la couverture permanente, mais ils gèrent tout à fait leurs couverts végétaux dans leur système, avec des couverts d'interculture avant maïs, sans problème. Vous posez plein de questions. Il y a un peu tous les cas de figure. Mais oui, voilà. C'est un groupe, comme je l'ai dit au début, qui est très hétérogène et il y a tout type. Il y en a qui sont en sec, monoculture de maïs sur certaines parcelles sûrement. Enfin, oui, il y a tous les cas de figure. Après, s'il y a des questions particulières, on peut voir, mais tous les cas de figure que vous venez de présenter sont présents dans le groupe, oui. Et ils gèrent les couverts. Ok, merci.